Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité de ce soir. La 14e séance du Conseil des ministres est tenue aujourd'hui. 8 projets de texte ont été examinés et adoptés. Cérémonie d'ouverture de l'exercice baptisé Bahri Salama réunissant 10 pays. Vers un accord sur Gaza, première négociation encourageante à Sharm el-Sheikh en Égypte. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 14e séance du Conseil des ministres. Au cours de cette réunion, 8 projets de texte ont été examinés et adoptés. Écoutons à présent le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 7 octobre 2025, la 14e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère du Budget. Première question, la loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2024. Les comptes définitifs de l'État pour cet exercice sont arrêtés en recettes à 145 milliards 112 millions 320 598 francs et en dépenses à 167 milliards 749 millions 465 229 francs djiboutiens. Les recettes générales s'établissent à 145,1 milliards de francs djibouti, soit 19% du PIB, enregistrant un léger retrait par rapport aux prévisions initiales. Elles se décomposent notamment en recettes fiscales à 85,1 milliards, en recettes non fiscales à 42,5 milliards et en dons à 7,7 milliards de francs djibouti, recettes issues des actifs financiers et non financiers à 10 milliards de francs djibouti. Deuxième question, la loi portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2025. Cette loi des finances rectificative LFR pour l'année 2025 a pour objet la révision des prévisions budgétaires de la loi des finances initiales et les FI pour la même année. Le budget rectificatif 2025 de l'État est arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 170 milliards 621 millions 364 271 francs, soit une hausse de 12,195 milliards de francs djibouti par rapport au budget initial adopté dans la loi des finances initiales pour l'exercice 2025. Cette évolution positive s'explique principalement par la reprise des activités portières en second semestre 2025, une croissance plus soutenue du secteur de la zone franche, une inflation maîtrisée estimée à 1,4% en 2025 contre 1,5% en 2024, grâce à la baisse des prix de certains produits de base. Le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. Troisième question, la loi portant création d'une chambre des notaires. Cette loi a pour objet la création d'une chambre des notaires. La profession des notaires est une des rares professions libérales qui n'est pas dotée d'une autorité de contrôle et de régulation. Les avocats, les huissiers et les experts comptables disposent depuis fort longtemps du dit mécanisme. La chambre des notaires aura pour mission principale d'assurer la représentation exclusive de la profession auprès des pouvoirs publics et des usagers tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Cette initiative s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre de recommandations formulées par les évaluateurs internationaux en matière de gouvernance des professions réglementées. Quatrième question, les décrets portant organisation et fonctionnement de l'Office djiboutien de recouvrement des avoirs confisqués. Ce décret a pour objet de définir l'organisation et le fonctionnement de l'Office djiboutien de recouvrement des avoirs confisqués, conformément aux dispositions de l'article 4.2.12 de la loi numéro 174, année 25, 9e législature, Assemblée nationale de la 9e législature, portant modification de la loi numéro 196, relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du territoire et la prolifération des armes de destruction massive relatives
à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. L'Office djiboutien de recouvrement des avoirs confisqués aura pour mission d'identifier, de localiser, de gérer et de liquider les avoirs criminels saisis ou confisqués par décision de justice, de préserver la valeur patrimoniale des biens dans l'attente d'une décision judiciaire définitive. Afin de garantir l'efficacité de ces actions, la loi cis-mentionnée confère à l'ODERAC le statut d'établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Cinquième question, communication sur les services publics numériques. La République de Djibouti, à travers le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation, a engagé une réforme ambitieuse visant à transformer en profondeur la relation entre l'administration publique et ses usagers. Dans cette dynamique, le projet de mise en œuvre d'un catalogue des services publics numériques s'inscrit pleinement dans la volonté du gouvernement de simplifier, harmoniser et moderniser la gestion des services publics afin de les rendre plus accessibles, plus efficaces et plus transparentes. Les travaux réalisés ont permis de recenser 503 services publics fournis par l'administration djiboutienne répartis en 3 catégories, 281 services destinés aux citoyens, 187 services destinés aux entreprises et 35 services échangés entre administrations. Et par ailleurs, d'autres dossiers importants ont été abordés lors de cette séance. Le Conseil a également pris plusieurs décisions touchant divers secteurs stratégiques du pays. Réécoutons le porte-parole du gouvernement. Ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. 6e question. La loi portant approbation des comptes financiers de la Société immobilière d'aménagement foncier, SIAF, pour l'exercice 2024. Les comptes financiers de la SIAF pour l'exercice 2024 sont arrêtés en produit à 2 717 829 732 000 francs Djibouti et en charge à 2 634 999 francs avec un résultat bénéficiaire de 82 840 533 francs Djibouti. Le résultat net connaît une nette amélioration passant d'un déficit de 64,7 millions francs Djibouti en 2023 à un excédent de 82,8 millions francs Djibouti en 2024, soit une progression de près de 147 millions de francs Djibouti. Ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications. 7e question. La loi portant approbation des comptes financiers de la radio-télévision de Djibouti pour l'exercice 2024. Les comptes financiers de la RTD pour l'exercice 2024 sont arrêtés à 1 757 412 319 francs des produits et 1 620 665 637 francs Djibouti de charges avec un résultat bénéficiaire de 136 746 672 francs. Ce résultat traduit une amélioration notable de 180,2 millions de francs Djibouti par rapport à 2023, année marquée par un déficit de 43,5 millions de francs Djibouti. Ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. 8e question. Décret de nomination. Sont nommés Abdi Ilmi Ashkir, conseiller technique auprès du président de la République de Djibouti. M. Gourad Hassan Le Ali, conseiller technique du Premier ministre. Mme Ron Saïd Hadj Ismail et M. Mahmoud Bachir Barkhad sont nommés conseillers techniques du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. M. Rastam Ahmed Aye, directeur général de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti. M. Mohamed Abdi Guedi est nommé directeur général de la formation professionnelle au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Mme Mahadou Nouh Omar est nommée directrice du bureau de gestion des projets au secrétariat d'État chargé des investissements. Enfin, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a présenté un compte-rendu de la visite officielle effectuée par son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, président de la République et chef de gouvernement en République fédérale démocratique d'Éthiopie, 17 au 9 septembre 2025, à l'invitation du Premier ministre, son Excellence Dr Abiy Ahmed Ali. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a également rendu compte de la participation du président au sommet arabo-islamique
extraordinaire tenu à Doha le 15 septembre 2025. Enfin, le ministre des Affaires étrangères a fait compte rendu de la participation de la délégation conduite par son Excellence le Président de la République à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue du 22 au 29 septembre 2025 à New York. Le ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, a présenté un rapport sur sa visite officielle qui s'est tenue du 6 au 11 septembre 2025 à Doha. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable et le ministre des Infrastructures et de l'Équipement ont présenté un compte-rendu commun de la participation du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, au deuxième sommet africain sur le climat qui s'est tenu à Addis Abeba du 8 au 10 septembre 2025. Enfin, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications a fait compte-rendu de sa visite effectuée du 21 au 23 septembre 2025 à Doha au Qatar. Merci. Dans le reste de l'actualité, à l'occasion de la 76e session du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui se tient du 6 au 10 octobre à Genève, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, a lancé un appel fort à la communauté internationale. Face à la crise mondiale des réfugiés, il a plaidé pour un soutien accru, rappelant l'engagement historique de Djibouti en matière d'accueil et de protection des personnes déplacées. Aux côtés de l'ambassadrice de Djibouti en Suisse, Khadra Ahmed Hassan, et du secrétaire exécutif de l'ONARS, Mohamed Ali Kamil, le ministre de l'Intérieur a souligné le rôle pionnier de son pays dans la mise en œuvre du cadre d'action global pour les réfugiés. Depuis plus de 40 ans, Djibouti accueille une population donc réfugiée représentant plus de 3% de sa population nationale, malgré des ressources limitées et une pression migratoire estimée entre 250 000 et 400 000 personnes par an. Grâce à un partenariat solide avec les Nations Unies et les bailleurs de fonds, les réfugiés y ont accès aux services essentiels, éducation, santé, eau potable et emploi. Mais le contexte budgétaire du HCR inquiète. Le ministre a déploré les récentes coupes qui menacent la continuité des services aux réfugiés suite à la fermeture de bureaux et la suppression de centaines de postes. En réponse, Djibouti et le HCR ont lancé le 3 août dernier un appel à l'action et à la solidarité avec pour objectif de mobiliser 80 millions de dollars sur plusieurs années afin de préserver leur modèle d'accueil inclusif. Le ministre a également salué la vision du président de la République, rappelant son appel à une mobilisation concrète de la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies. Prenons la parole. Donc, lors de cette assemblée, le ministre de l'Intérieur a exprimé sa préoccupation face aux récentes réductions budgétaires. On l'écoute. Djibouti s'aligne sur les déclarations du groupe africain, de l'OCI et du groupe arabe. Depuis plus de 4 décennies, mon pays demeure fidèle à sa tradition d'hospitalité et de solidarité humaine. Malgré les ressources limitées, le pays accueille des réfugiés représentant plus de 3% de sa population nationale. Cet engagement constant reflète la vision humaniste du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, défenseur infatigable de la dignité humaine et de la solidarité internationale. Mais Djibouti n'est pas seulement un pays d'asile. Nous faisons également face à la migration mixte avec chaque année entre 250 000 et 400 000 migrants traversant notre territoire. Cette pression croissante affecte lourdement nos institutions, nos infrastructures, nos ressources naturelles et les communautés hôtes. Mesdames et messieurs, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, a brillamment rappelé dans sa déclaration d'ouverture la crise actuelle du multilatéralisme et la perte de confiance qui affecte profondément les institutions internationales. Il a souligné à juste titre que les déplacements forcés d'une ampleur et d'une complexité inédites sont un symptôme criant de l'incapacité collective à prévenir et à résoudre les conflits. Cette réalité, nous la vivons au quotidien à Djibouti. Jusqu'à ce jour, grâce à une collaboration étroite avec les agences du système des Nations Unies et les partenaires au développement, Djibouti a pu garantir aux réfugiés un accès équitable à l'éducation,
aux soins de santé, à l'eau potable, ainsi qu'au marché du travail, au même titre que les citoyens djiboutiens. Ce modèle d'accueil est aujourd'hui mis en péril par la grave crise budgétaire que traverse l'UNHCR. Cette coupe financière, survenue de manière soudaine et sans planification préalable, soulève de vives inquiétudes car elle se traduit localement par une réduction du personnel en charge de la gestion des réfugiés. Pour éviter un effondrement de notre modèle d'accueil, le gouvernement djibouti, en collaboration avec l'UNHCR, a lancé le 3 août 2025 un appel à l'action et à la solidarité, demandant à une mobilisation urgente de 80 millions de dollars sur une période pluriannuelle. Cet appui est indispensable pour préserver les services essentiels, maintenir la politique d'ouverture généreuse de Djibouti envers les réfugiés, protéger les personnes déplacées de force et les populations vulnérables et permettre enfin au pays de continuer à honorer ses engagements internationaux dans une région marquée par des conflits persistants. En tant que pays pionnier dans la mise en œuvre du cadre d'action globale pour les réfugiés, Djibouti réaffirme son attachement au pacte mondial sur les réfugiés pour honorer nos obligations en faveur des réfugiés. Je souligne l'importance d'une meilleure articulation entre l'aide humanitaire et plus encore les investissements de développement afin de répondre de manière adéquate aux besoins des réfugiés sur notre territoire. La pérennité des solutions repose sur cette complémentarité. Une protection efficace ne peut être garantie que dans le cadre de recherche de solutions alternatives, cohérentes et équitablement partagées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comme l'a souligné le Président de la République de Djibouti, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à la tribune des Nations Unies, les Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, doivent agir de manière responsable afin de traduire en action les engagements exprimés. Ces déclarations résonnent aujourd'hui avec force, tant dans le contexte de notre propre action humanitaire que face à la tragédie qui se déroule à Gaza, où le droit humanitaire est bafoué de manière flagrante. Et à la fin donc de l'intervention, Filippo Grandi a salué l'engagement de Djibouti, qualifié de modèle en matière d'accueil et de gestion des migrations, tout en appelant à un renforcement de la coopération avec l'OIM et à une mobilisation accrue des bailleurs de fonds. À l'écoute. Djibouti, Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci d'avoir décrit votre pays et je connais bien cette politique comme un pays engagé et responsable. Je n'ai visité Djibouti qu'une fois malheureusement dans ces 10 ans, mais j'ai pu constater moi-même la vérité de cette affirmation que vous avez faite. Vous êtes un petit pays qui fait face à des grands défis en matière de mobilité humaine. Vous l'avez bien dit, non seulement les réfugiés, mais aussi des mouvements migratoires. Vous êtes en fait sur une des routes de ces mouvements migratoires mixtes que j'ai évoqués lors de mon discours liminaire. Pas militaire, liminaire. Et je crois qu'avec l'OIM, nous devons redoubler les efforts pour travailler ensemble, pour vous aider à faire face à ce défi très complexe. Et je me joins à vous pour que les donateurs mobilisent plus des fonds pour vous aider à accomplir cette tâche. Je vous le disais en titre, la cérémonie d'ouverture du tout premier exercice sur poste de commandement maritime de la force en attente de l'Afrique de l'Est, baptisé Bahari Salama, ce qui signifie océan sûr en swahili, s'est tenu ce matin au camp de Doralé de la garde-côte djiboutienne. L'événement a débuté par l'hymne national, suivi du passage en revue des troupes de l'EASF par le général Zakari Cheikh Ibrahim, en présence du commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Boré, du commandant de la marine, le colonel Ahmed Dahir, ainsi que de plusieurs responsables de l'EASF. L'exercice organisé par Djibouti marque une étape importante pour les forces maritimes de la région, appelées à coopérer dans un cadre commun de sécurité. tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo
abaabulihii guushiyo ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo Et ainsi, cette manœuvre multinationale qui a réuni 10 pays avec plus de 100 participants décidés lors des réunions des organes politiques de l'EASF simulera une crise majeure dans les eaux de la fictive République de Karana, située en bordure de la mer Rouge. L'objectif déclaré est de renforcer la sécurité collective dans une zone stratégique en proie à des défis complexes en améliorant la capacité des pays membres à agir de concert. L'exercice se conçoit comme une opération de paix maritime complète abordant un spectre très large de menaces. Les participants s'entraîneront ainsi simultanément à la lutte contre la piraterie, au contre-terrorisme maritime, à la répression du trafic illicite et de la pêche illégale, mais aussi à la conduite d'opérations d'assistance humanitaire et de secours en cas de catastrophe naturelle. Cette approche multidimensionnelle vise à refléter la réalité des crises contemporaines et à tester les mécanismes de coordination essentiels à leur résolution. L'ambition de cet exercice est claire. Il s'agit d'accroître de manière significative l'interopérabilité et de la réactivité des forces de la région. L'exercice a également pour but d'améliorer la planification et la conduite des missions maritimes intégrées en consolidant les leçons tirées des entraînements passés. Plus concrètement, il permettra de former les commandants à la gestion d'une force opérationnelle maritime combinée et conjointe, de parfaire la planification logistique et de s'assurer de la bonne application du droit international humanitaire et du droit de la mer lors des opérations. Un accent en particulier sera également mis sur la communication stratégique et le rôle des médias, considérés comme des facilitateurs essentiels dans la réussite des missions de sécurité. Le déroulement de l'exercice est calqué sur une chronologie opérationnelle réaliste, s'étalant sur 10 jours du 7 au 17 octobre prochain. Le directeur de l'exercice a souligné l'importance de cette première coopération maritime régionale. Il a insisté sur la nécessité pour les pays membres de l'EASF d'unir leurs efforts afin de mieux répondre aux menaces réelles en mer et de renforcer la coordination entre leurs forces. Il a donc rappelé que cet exercice marque une étape décisive dans la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région. Selon lui, cet exercice illustre l'engagement concret des nations d'Afrique de l'Est à protéger leurs intérêts maritimes à travers une coopération professionnelle et unie. Le commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Borel, a exprimé sa fierté de voir Djibouti accueillir ce tout premier exercice maritime de poste de commandement. Il a salué le professionnalisme des forces impliquées et réaffirmé l'engagement du pays en faveur de la sécurité maritime régionale. Autre information, les 5 et 6 octobre 2025, le Aïla Hotel a accueilli les Journées nationales de l'innovation et de la recherche-action, un événement majeur coïncidant avec la Journée mondiale de l'enseignant.
organisée par le ministère de l'Éducation nationale. La clôture des travaux a été supervisée par le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdellah Mayoub, qui a salué la qualité des interventions. Ces journées visaient à instaurer un dialogue constructif entre les différents acteurs de l'éducation autour des résultats de projets pilotes menés dans divers établissements du pays dans un cadre collaboratif renforcé par les partenariats avec le CFN, le CRIPEN, l'AUF et l'OIF. Les participants ont exploré des thématiques clés pour l'avenir du système éducatif. Parmi les sujets abordés figurait la professionnalisation des enseignants, l'intégration des technologies de l'information et de la communication et de l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques. La pédagogie inclusive et les questions de genre, le rôle central des langues et de la francophonie dans la transmission du savoir, ainsi que l'éducation au développement durable. Les ateliers de travail ont contribué à renforcer une véritable communauté nationale de recherche et d'innovation pédagogique, tout en tissant des liens avec des réseaux internationaux. 3 grands axes ont structuré les échanges: la recherche en sciences, de l'éducation et du langage, l'innovation pédagogique et didactique et les formations pratiques proposées par l'AUF. La séance de clôture a été marquée par une synthèse des communications présentées par Jean-Pierre Cup, suivi de l'allocution du secrétaire général du MENFOP. Ces journées ont ainsi posé les jalons d'une éducation plus dynamique, inclusive et tournée vers l'avenir. Écoutons à présent les mots du secrétaire général du MENFOP. Je voudrais tout d'abord adresser nos remerciements à l'AUF et à l'AFD pour ces programmes très importants. Quand le recteur de l'AUF était passé à Djibouti en 2021 pour nous dire qu'est-ce que vous attendez, il y a un programme à prendre, nous avons adhéré avec beaucoup de conviction. Cette conviction qui était animée par cet esprit donc de pouvoir offrir à notre jeunesse, à la jeunesse djiboutienne, une éducation qui réponde à ses besoins. Aujourd'hui, je me dis, nous sommes vraiment très satisfaits, mais cela témoigne aussi surtout que tous les acteurs de notre système sont tous engagés dans la même direction. Et je voudrais donc, par ces mots, clôturer mon intervention et remercier encore votre présence et remercier l'Université de Djibouti, sans laquelle on ne peut pas avancer dans la recherche et dans la production des savoirs. Dr Abdelrahman, merci beaucoup de votre présence. Je voudrais aussi retirer mes remerciements au professeur Jean-Pierre Cuc pour son accompagnement et son engagement auprès de notre système éducatif. Merci à toutes et à tous. Je voudrais féliciter la directrice générale du centre du CFN qui vraiment s'est engagée avec son équipe pour faire de ces 2 journées une réussite totale, mais aussi pour donner une ambition d'excellence au centre de formation de l'éducation nationale, ambition que nous soutenons tous au ministère de l'Éducation. Merci beaucoup. À Ali Sabié, la 3e assemblée générale ordinaire du conseil régional de la ville s'est tenue hier dans la salle des conférences du siège de l'institution, présidée par Chelmaki Hassan Alale, président du conseil régional. Cette session a réuni l'ensemble des élus locaux de la région. Cette rencontre s'inscrit pleinement dans la dynamique de la vie démocratique locale et constitue, selon les mots du président, une véritable rentrée politique pour l'instance régionale de la décentralisation. Dans son allocution d'ouverture, le président du conseil régional a livré un discours concis mais porteur de sens, rappelant le rôle essentiel de cette assemblée dans le calendrier institutionnel de la région. Il a mis en lumière l'engagement collectif des élus en faveur du développement durable et du progrès économique d'Ali Sabié. Au cœur de son intervention, le président a présenté plusieurs projets structurants en cours qui témoignent du dynamisme et de l'attractivité croissante de la région. Il a notamment souligné l'arrivée imminente d'investissements privés, en particulier ceux de la Salam African Bank, qui prévoit de financer la construction de 20 locaux commerciaux dans la région. Par ailleurs, un second partenariat avec la banque BCI a également été annoncé. Ce projet ambitionne de financer 20 autres locaux commerciaux, renforçant ainsi les infrastructures économiques et les opportunités d'emploi à l'échelle locale. Cette assemblée générale s'est déroulée sous le signe de l'optimisme et de la volonté politique affirmée de consolider la décentralisation.
Écoutons donc un extrait de discours du président du Conseil régional d'Ali Sabié. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à cette assemblée de rentrée politique qui marque une nouvelle étape dans la vie de notre Conseil régional. Votre présence aujourd'hui honore la mission qui nous a été confiée. Servir notre région et répondre avec loyauté et efficacité aux attentes de celles et ceux qui nous ont élus. Ces dernières années, dans le cadre de projets de développement régional, notamment le projet de l'Union européenne, nous avons franchi des étapes importantes. Nous avons vu émerger plusieurs structures socio-économiques tangibles qui transforment le quotidien de nos populations. Elles ont généré des emplois directs et indirects bénéficiant à des centaines de familles. Elles ont renforcé les dynamiques économiques locales en créant un tissu d'activités nouvelles et durables. Je pense notamment à l'investissement imminent de la Salam Bank qui financera la construction de 20 locaux commerciaux dans notre région. À cela s'ajoute le projet en cours avec la Banque de commerce et de l'industrie BCI pour le financement de 20 autres locaux. Notre action locale ne se fait pas en vaste clos. Elle s'inscrit dans la volonté politique affirmée du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Nous restons toujours au sud, à présent à Arta, Mon Sport. Le terrain d'Arta a vibré ce week-end au rythme d'un grand festival U11 organisé par la Fédération djiboutienne de football. Une matinée festive et inclusive placée sous le signe du sport, de la jeunesse et du vivre ensemble. Plus de 100 enfants, filles et garçons ont participé à cette rencontre dynamique, ponctuée de matchs amicaux, d'ateliers techniques, de jeux éducatifs et d'animation axés sur les valeurs de respect, d'égalité et de cohésion sociale. La cérémonie a vu la participation du préfet par intérim, Mohamed Fouzi Ahmed Assoué, du directeur technique national, du président des ligues régionales ainsi que du président de la Ligue régionale d'Arta, tous venus témoigner leur soutien à la jeunesse sportive locale. Ce festival s'inscrit dans le cadre du projet d'académie sportive inclusive de la Fédération djiboutienne de football qui vise à rendre le football accessible à tous les enfants, sans distinction de genre ni d'origine. C'était dans les titres. Les premières négociations entre les médiateurs et le Hamas se sont achevées hier, aujourd'hui donc à Sharm el-Sheikh en Égypte, dans une atmosphère positive. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'un accord concernant Gaza était proche. Selon des sources, la rencontre a permis de définir une feuille de route et les mécanismes des discussions en cours. Le Hamas a toutefois souligné que la poursuite des bombardements sur Gaza compliquait la libération des prisonniers. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.